Heureux de vous accueillir, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'International. Vous en connaissez le principe, nous recevons une personnalité mondiale dans le domaine politique ou économique. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Carlos Ghosn. Merci Monsieur le Président de Renault-Nissan d'être sur le plateau. Nous allons parler bien évidemment de construction automobile, de vous-même, de votre parcours, de l'évolution de la voiture au cours de cette émission. Émission spéciale également que nous réalisons sur l'antenne de Radio France Internationale. Et vous le savez, ces dernières heures, eh bien, cette grande société, sœur de TV5, a été endeuillée par l'assassinat de deux des journalistes au Mali. Vous les voyez ici. Faut-il rappeler Ghislaine Dupont et Claude Verdon qui ont été donc assassinés il y a quelques heures. Cette antenne de Radio France Internationale est donc en deuil. Et Bruno Darou, qui co-anime habituellement avec moi cette émission, est auprès de sa rédaction avec l'ensemble des alliances journalistiques, notamment l'Union de la presse francophone. Nous tenons naturellement à nous associer à la colère, à la tristesse, à l'indignation de nos confrères. J'aurai le plaisir de présenter cette émission avec Philippe Jacquet, qui est au quotidien de référence, comme on dit, le quotidien francophone Le Monde, notamment spécialiste de l'automobile. Et donc, beaucoup de questions à vous poser, Monsieur le Président. Je vais peut-être essayer de vous présenter. 3 passeports, vous êtes français, brésilien, vous êtes également libanais, vous parlez 6 langues. Est-ce que c'est une façon de brouiller les pistes, de vous dissimuler un peu? Pas du tout, pas du tout. Ça, c'est l'expérience d'une vie. Donc une partie que j'ai héritée de ma famille, de mes parents, le fait d'être né au Brésil, d'avoir fait mes études au Liban, d'avoir eu la chance d'atterrir en France dès mon jeune âge, faire mes études. Non, c'est une partie de mon héritage, j'en suis très fier. Et c'est quelque chose qui s'est révélé comme étant un atout extraordinaire pour ce à quoi je fais face aujourd'hui. Alors, nous allons parler de l'automobile. Est-ce que c'est un produit de long terme? Est-ce que c'est un produit d'avenir? Car nous le verrons avec Philippe dans un moment. Un certain nombre d'observateurs disent, bon, c'est un produit obsolète, périmé, notamment quand on habite en ville. Rappelons qu'en 2050, les 2 tiers de la population mondiale vivra dans une agglomération, dans une ville. C'est un produit déclinant, finissant, la voiture? Écoutez, ça fait plusieurs années que j'entends ce discours sur le déclin de la voiture. Or, ce qu'on est en train de voir, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que l'année 2013 sera encore une année record pour l'industrie automobile. Plus de 80 millions de voitures ont été vendues au cours de l'année. Nous prévoyons un autre record l'année prochaine. C'est vrai qu'il y a des zones dans le monde dans lesquelles, des zones géographiques dans lesquelles l'automobile plafonne, piétine, c'est-à-dire que nous ne voyons pas de croissance très très forte en volume. Par contre, le produit lui-même va changer énormément. Nous allons probablement en parler. Ce n'est pas du tout une commodité, c'est un produit à très forte valeur ajoutée. Alors, ce que je vous propose justement, avant de poser ces questions, eh bien, c'est de voir avec ce court rappel, ce court reportage, quelles sont les pistes sur lesquelles nous avons bien envie de vous interroger. Évolution de la voiture, où la construit-on cette voiture, et les changements lourds. On regarde. Intelligente, bourrée d'électronique, hyper connectée, avec des vitres tactiles, peut-être sans pilote, voire même volante. La voiture de demain est pensée pour les habitants des mégalopoles. Son design est futuriste, elle s'adapte aux nouveaux usages comme l'autopartage. Une voiture écolo avec des émissions de CO2 faibles, voire nulles. La mode est bien entendu à l'électrique et aux moteurs hybrides, mais le bon vieux modèle à essence reste largement dominant, même s'il est optimisé pour consommer moins de 3 litres au 100. Une voiture du futur, oui, mais pour qui? Aujourd'hui, les marchés dits traditionnels sont saturés, suréquipés, et les ventes traduisent les inégalités sociales qui se creusent. D'un côté, les low cost, et de l'autre, les grosses berlines, des modèles de luxe qui trouvent aussi preneurs dans les pays émergents. Car le marché mondial, lui, continue de croître. Les BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine pourraient représenter la moitié de la demande mondiale d'ici 5 ans. Des pays où la majorité de la population n'a pas de voiture et commence à avoir les moyens de s'en offrir une. Ainsi, la Russie devrait bientôt dépasser l'Allemagne et devenir le premier marché européen. Mais l'avenir est en Chine. L'Empire du Milieu sera de très loin le premier marché du monde en 2030. Du coup, les alliances avec les constructeurs locaux vont bon train, car les grands industriels, de General Motors à PSA en passant par Renault-Nissan, ils veulent tous leur part du gâteau chinois.
Demain verra aussi l'émergence de nouveaux constructeurs indiens, chinois, coréens qui exporteront aux 4 coins du monde et installeront des usines sur tous les continents, au Mexique, au Maghreb ou encore en Europe de l'Est. En revanche, en Europe de l'Ouest, la tendance est morose. Industrie automobile rime avec fermeture d'usines, délocalisation, plans sociaux. Et pour garder leur usine ouverte quelques années supplémentaires, les ouvriers doivent consentir à baisser les effectifs, augmenter leur temps de travail, geler les salaires. Autrement dit, reculer pour mieux sauter. Car d'ici 2030, l'essentiel de la production automobile mondiale viendra de Chine et d'Inde. Sans oublier le développement d'usines sur le continent africain, où le marché devrait connaître la plus forte croissance après 2020. Peut-être quelques chiffres avant d'entendre Philippe Jacquet dans un instant. 128 000 salariés, c'est le groupe Renault, et l'alliance que vous dirigez, que vous animez, c'est quelques 450 000 personnes. Vous êtes présent dans 118 pays, donc une marque mondiale, pourrait-on dire. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur l'évolution de la construction des usines. Philippe Jacquet, Le Monde. Ce qui est intéressant dans ce document qu'on vient de regarder, c'est la divergence entre l'Europe, qui est sur un marché a priori déclinant, et les pays émergents. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes condamnés, notamment en France, à un déclin de l'industrie automobile française, ou est-ce que nous avons quelques espoirs de pouvoir travailler pour ces pays émergents, sachant que la tendance est tout de même à la localisation des outils de production dans les pays émergents eux-mêmes. Ce qui s'appelle délocaliser. Oui, alors, vous voyez, quand on parle d'un constructeur automobile, souvent, on parle des usines. Mais un constructeur automobile, ce n'est pas que de l'assemblage. Il y a quand même une activité de plus en plus importante qui s'appelle l'ingénierie, dans laquelle on conçoit les voitures, on conçoit la technologie, on développe des plateformes, on développe des moteurs. Donc, je réponds à votre question. Si vous vous limitez à l'assemblage de voitures en France ou en Europe va rester stable, parce que le marché européen, à mon avis, sur du long terme, restera à peu près stable. Donc, il va y avoir de plus en plus d'activités d'assemblage et donc des usines dans les pays qui sont en croissance. Par contre, ce qui va croître en Europe, surtout pour les constructeurs européens, et Renault, en tant que constructeur français, ce sera surtout en France, c'est toute l'activité de développement des plateformes, toute l'activité de développement des nouvelles voitures, de la technologie, ainsi que des motorisations. Donc, vous risquez d'avoir un mouvement dans lequel stabilisation de l'assemblage en France, ceci conditionné par une amélioration de la compétitivité, par une amélioration de la productivité, parce qu'il n'y a pas de choses garanties, et à côté de ça, par contre, beaucoup de développement en matière de technologie. Si on essaie de le dire autrement, on va penser, dessiner, imaginer ces voitures, par exemple en France, et les construire ailleurs, c'est ça? Oui, on va les imaginer, on va les dessiner, on va les négocier, surtout en France, qui sera le cœur du sujet. Je dirais pour un constructeur français, bien sûr, dans le cas de Nissan, ce sera le Japon. Bien sûr. Mais derrière, l'activité d'assemblage, elle sera à peu près stable dans les pays mûrs. C'est le cas de l'Europe, c'est le cas du Japon. Par contre, nous n'avons pas suffisamment de capacité aujourd'hui dans les pays émergents. Sur le développement des produits, vous dites assez régulièrement, assez souvent, qu'il faut être proche des clients et donc du coup proche du marché, donc du coup localiser aussi de la R&D sur place. Oui. Donc recherche et développement. De la recherche et développement, etc. Du coup, est-ce que ça ne va pas quand même déshabiller le site France? C'est-à-dire que dans le cadre de l'ingénierie, vous avez ce qu'on appelle la technologie ou l'ingénierie avancée, c'est-à-dire tout ce qui concerne les concepts, les plateformes, les évolutions technologiques, les évolutions de matériaux. Et ça se fait en général au niveau de la maison mère. Ça se fait dans le pays d'origine du constructeur. Le développement de la voiture elle-même ou le développement des organes se fait en partie dans le pays d'origine, mais aussi en partie localement, parce qu'il faut quand même travailler avec des fournisseurs qui sont implantés en Inde ou en Chine ou au Brésil. Et ceci de façon à localiser les pièces. Et pour une raison très très simple, c'est que nous ne pouvons pas nous permettre, aujourd'hui, nous ne pouvons pas absorber la volatilité des monnaies. Nous savons très bien que nous rentrons dans une phase dans laquelle les monnaies vont continuer à évoluer au gré des différentes politiques économiques que nous ne maîtrisons absolument pas. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on soit les plus autonomes localement, de façon à ce que, grosso modo, nos coûts soient équivalents à nos recettes. Donc, si le réal baisse ou augmente, ça n'a pas d'impact très important sur nous. Si le renminbi chinois augmente ou baisse, n'aura pas d'impact sur Renault. Donc c'est la seule façon pour une entreprise de se protéger
contre les évolutions monétaires. Peut-être peut-on parler justement de l'outil de production en France. Il fut une époque, pas si lointaine, où l'automobile, c'était un peu le thermomètre social. Vous savez, il ne fallait pas désespérer Billancourt, qui était le siège de Renault. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut réduire l'activité sans qu'il y ait, ce qu'on voit dans certaines régions pour l'agroalimentaire, comme en Bretagne, par exemple en France, dans l'ouest du pays, sans provoquer de grèves, de manifestations lourdes? Non, je pense qu'aujourd'hui, l'emploi est une donnée très importante qui doit être intégrée dans la stratégie de chaque entreprise. Surtout quand il s'agit de votre pays, quand il s'agit du pays de l'entreprise dans laquelle l'entreprise est implantée. Bon. Nous n'avons pas à gérer ça puisque nous nous sommes engagés que sur les 3 prochaines années à avoir une augmentation de notre production. Donc nous n'avons pas ce sujet, nous n'avons pas à traiter ce dossier. Mais je pense que les entreprises qui ont à traiter des dossiers de réduction de la production dans leur pays d'origine font face à de très graves difficultés parce qu'il y a une incompréhension de fond qu'il est très difficile d'expliquer ou dans tous les cas de convaincre ceux qui vont subir les conséquences de cette réduction d'emploi. Bon, heureusement, Renault n'a pas à traiter avec ce sujet et nous faisons des tas d'efforts de façon à renforcer l'activité en France, de façon à ne pas avoir traité ce sujet, quitte à faire venir des activités de nos partenaires. Donc, à partir du moment où notre activité nous-mêmes, en France ou en Europe, ne suffit pas à alimenter l'augmentation de l'activité, nous n'hésitons pas, par exemple, à travailler avec Daimler. Nous avons des tas de projets que nous faisons pour Mercedes en France et à faire venir des productions de Nissan. Mais on pourrait dire que 3 ans, c'est court et c'est long. Vous savez, au terme de ces 3 années, s'il y aura une sorte d'heure de vérité ou c'est écrit nulle part pour l'instant? Non, je pense sur les 3 prochaines années, nous avons un parcours qui est assez clair. Au bout de 3 ans, de 2 choses l'une, ou bien nous avons réussi à améliorer la compétitivité de manière suffisante pour rendre nos sites attractifs, ce que nous pensons. Dans ce cas-là, nous risquons d'avoir encore plus de demandes de la part de nos partenaires. Je vous signale que certains de nos partenaires aujourd'hui sont à pleine capacité. Donc, quand ils ont de nouveaux projets, ils ont besoin d'aide. Donc, nous sommes prêts à les aider. Mais ce qui est très important, c'est que la compétitivité de la France, en tous les cas de Renault en France, continue de s'améliorer. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons signé cet accord. Et vous avez déjà fait un premier bilan 6 mois après la signature de cet accord. Oui. Et deuxième question, est-ce que vis-à-vis de l'Espagne notamment, qui est en train de monter en puissance en Europe, avec une relocalisation de les productions, que ce soit votre concurrent français PSA, qui va aussi localiser dans ses usines espagnoles, Opel et les autres vont tous en ce moment en Espagne? Oui, non mais écoutez, l'Espagne a fait un super boulot de se remettre en selle. Et moi, je suis persuadé que l'Espagne sortira de cette crise plus forte qu'elle n'était rentrée. Il n'y a aucun doute là-dessus, nous voyons tous les signaux. Il y a effectivement un gouvernement déterminé à améliorer la compétitivité du pays. Je pense qu'en France, nous avons la même volonté. L'accord de compétitivité qui a servi de base à la signature de l'accord de Renault est une très bonne nouvelle. Parce que là, ce ne sont pas des déclarations, ce sont des réalités, ce sont des choses qui ont bougé. L'accord de Renault, en ce qui nous concerne, nous permet d'envisager les 3 prochaines années avec sérénité. C'est-à-dire que, et je pense que ça a été parfaitement compris, il y a eu des efforts qui ont été faits de part et d'autre, et maintenant nous sommes tous concentrés sur la performance de l'entreprise. Je pense qu'il faut qu'on puisse s'acheminer vers ce genre d'accord. Je pense que l'État ne peut pas résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il faut qu'il y ait des cadres qui nous permettent à nous de travailler, et derrière, que nous allons vers des accords sectoriels. Alors justement, il y a un actionnaire particulier dans le capital de Renault, c'est l'État français, 15%. C'est plutôt une bonne nouvelle ou c'est plutôt un boulet, ça, d'aller voir les politiques pour négocier avec eux? Vous préféreriez avoir un actionnariat, j'allais dire, normal, pour reprendre une terminologie qui a été utilisée il n'y a pas si longtemps? Non, franchement, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'un actionnaire est un atout, un boulet. Mais quand il est public, un actionnaire est un actionnaire. Il a toujours raison, l'actionnaire. Non, un actionnaire est un actionnaire. Alors, quand il représente 15%, quel qu'il soit, d'ailleurs, que ce soit l'État ou que ce soit un privé, que ce soit une entreprise, évidemment, il a le droit de comprendre où va l'entreprise et il donne son avis. Il a le droit de demander pour la localisation, faites plutôt cette voiture ici. Non, je dirais sur ce plan, je ne pense pas que l'État français soit particulièrement original. Moi, je peux vous dire, certifier que sur les 190 pays où nous sommes présents, et surtout là où nous avons des usines, tous les États, partout dans le monde, ce qui les intéresse, c'est que vous développez l'emploi, que vous apportez de la technologie. Donc, il n'y a pas d'exception. Alors, si vous êtes actionnaire, vous allez le demander encore plus fort. Évidemment. Mais je dirais, ce n'est pas du tout quelque chose qui est surprenant. Ce n'est pas quelque chose qui est surprenant. Je sais très bien que l'État français s'attend, en plus d'avoir une entreprise prospère qui paye des dividendes, qui paye des impôts, à ce que
vous fassiez attention à l'emploi dans le pays et que vous développez de la technologie dans le pays. C'est une donnée que je prends en compte. Ce n'est pas quelque chose que j'ignore. Mais Carlos Ghosn, est-ce que vous avez dû prendre des décisions en matière de production liées à la spécificité de cet actionnaire? En d'autres termes, si vous avez eu la main libre, vous avez peut-être fait différemment. Je vais vous dire, je ne pense pas que l'État, en tant qu'actionnaire, est plus pesant que l'État en tant qu'État. C'est-à-dire que je pense qu'il n'aurait pas été actionnaire, il aurait fait la même demande. De continuer à développer les sites, de continuer à avoir des productions. Donc je pense qu'en tant qu'actionnaire, il a plus de poids, forcément. Mais c'est son boulot, ça vous choque mais pas. la nature de la demande, elle est la même. Hein. Ouais. Quand vous avez passé l'accord de compétitivité, vous aviez décidé chez Renault de ne pas fermer d'usine. Oui. Votre concurrent français qui aujourd'hui a aussi mené son accord de compétitivité, a décidé d'en fermer une à Aulnay dans le nord de Paris et à réduire la production dans une autre, à Rennes. Ce choix, pourquoi l'avoir fait? Parce qu'on dit toujours Renault a des usines en trop. Alors, écoutez, je pense que les fermetures d'usines sont toujours des drames. C'est un drame au niveau de l'entreprise, c'est un drame au niveau de l'ensemble des personnes et des communautés qui ont à souffrir. Donc, tant que vous avez des solutions raisonnables qui vous permettent d'éviter ce genre d'extrémité, il faut les faire. Donc, le jour où vous êtes acculé et que vous n'avez pas d'autre solution, vous n'avez pas d'autre choix. Mais tant que vous pouvez l'éviter, il faut l'éviter de manière rationnelle. Et nous avons la chance, nous avons une stratégie qui nous a permis d'éviter cela. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas de surcapacité? Non, nous avons des surcapacités, mais nous les gérons. Et nous les gérons et nous les occupons, notamment en utilisant une partie de ces capacités au service de nos partenaires. Comment est-ce que vous analysez, c'est très difficile, je sais pour vous de le faire, les difficultés de l'autre constructeur français, PSA, qui ferme une usine, et certains articles, Le Monde s'interrogeait même sur la pérennité de la marque. Ils sont trop français? Non, écoutez, je pense que vous comprenez. Je m'attendais, Monsieur le Président, à ce que vous soyez plus... Non, je ne vais pas vous faire de scoop. Non, non, bien sûr. Autant j'apprécie beaucoup M. Varin et je suis sûr qu'il aurait été à ma place, il aurait fait la même chose. Donc je pense que ça nous est très difficile de faire des commentaires les uns sur les autres. Par contre, je pense que c'est beaucoup plus à la presse spécialisée de faire des analyses. Donc vous ne m'en voudrez pas de passer sur cette question. Mais néanmoins, on peut dire que vous ne vous sentez pas dans la même situation d'être acculé dans 3 ans à la fermeture d'une usine, par exemple. Nous avons notre stratégie, qui d'ailleurs a été très critiquée, vous vous en souvenez, bien sûr, dans lesquelles, je dirais, l'équilibre entre le développement de notre implantation en France par rapport à notre développement à l'international n'était pas bien compris. On disait finalement vous êtes un délocalisateur, donc finalement vous êtes en train de développer Renault à l'international. Oui, non, mais enfin, j'en ai plusieurs. Hein, oui. C'est pas celui que je préfère, celui-là. Mais en fait, c'était préserver Renault. Ce que nous étions en train de faire, c'était préserver Renault. C'était pas aller à l'international au détriment de la France. C'était aller à l'international pour renforcer la France, pour renforcer la pérennité de Renault. Mais j'espère qu'avec le temps et avec la pérennité de Renault et avec le développement de Renault, on verra que finalement, c'était une stratégie qui était difficile, qui a été critiquée, mais qui, à mon avis, était la seule possible dans l'environnement dans lequel on se trouve. Renault a connu un grand succès en développant Dacia et tout ce qui est une gamme low cost, à bas coût. Est-ce que Renault peut avoir un avenir dans le haut de gamme, sachant que les constructeurs allemands sont extrêmement agressifs aujourd'hui, notamment en Europe et dans le monde? Oui, bien sûr que nous avons un avenir dans le haut de gamme. Il sera à la Renault, c'est-à-dire nous n'allons pas aller concurrencer BMW, Audi et Mercedes sur leur segment de marché ou avec des voitures qui sont des voitures plutôt allemandes. Et l'année prochaine, en fin d'année prochaine, vous allez voir le nouvel Espace qui va sortir. Ça, c'est notre haut de gamme. Et c'est un haut de gamme Renault, puisque l'Espace, c'est une création de Renault. Nous avons été les premiers à créer un monospace. Et nous allons créer un monospace de luxe. Et ça, c'est notre façon de monter en haut de gamme. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas du tout de fatalité. Autant les Allemands essayent de baisser en gamme, autant nous essayons de monter en gamme. Maintenant, il faut quand même reconnaître les forces et les faiblesses des uns et des autres. Nous, notre point fort, c'est effectivement l'entrée de gamme et le milieu de gamme. Et nous allons chercher des opportunités dans le haut de gamme. Et eux, ils font l'inverse. Alors nous allons dans quelques instants suivre un flash d'informations, revenir notamment sur ce drame qui s'est produit, qui a coûté la vie à 2 de nos confrères. Donc flash d'informations en liaison avec RFI et le groupe TV5 Monde, les antennes de TV5 Monde. Point d'information. Et Monsieur le Président, nous vous retrouvons, Monsieur le Président de Nissan Renault, nous vous retrouvons pour encore beaucoup d'autres questions à vous poser.
Suite d'International réalisée avec Radio France Internationale, avec le quotidien de référence Le Monde. L'invité aujourd'hui, Carlos Ghosn, le président de Renault-Nissan. Beaucoup de questions encore à vous poser, notamment lorsqu'on regarde l'avenir de l'automobile. C'était ce qu'on évoquait dans un petit sujet il y a un instant. On a le sentiment que tous les constructeurs mondiaux se ruent en Chine. Vous faites pareil, vous? C'est vrai. Écoutez, Nissan est déjà en Chine et représente une bonne part de marché, plus de 7% de part de marché. Renault est prêt à rentrer en Chine, le projet est prêt. Tout le monde se précipite. Vous êtes au bord de la signature. Oui, tout à fait. Mais tout le monde va en Chine, c'est très simple, parce que la Chine représente aujourd'hui 25% du marché mondial. C'est déjà le premier marché mondial et représente 20 millions de voitures cette année sur 80 millions. Donc c'est tout à fait normal que tout le monde veuille aller en Chine. Est-ce que vous faites un produit spécifique pour la Chine dans ce cas? Non, nous faisons des produits... vous savez, les plateformes sont des plateformes mondiales. Par contre, l'habillage de la voiture est très spécifique. Nous avons des designers chinois. Nous tenons compte de matériaux qui plaisent aux Chinois, des couleurs qui plaisent aux Chinois. Donc il y a des adaptations de la voiture qui se font en Chine. Quand on construit de cette façon pour un marché particulier, est-ce qu'il n'y a pas évidemment à terme un transfert de technologie? Vous dites la voiture elle est plutôt inventée, imaginée en France. Forcément, tôt ou tard, comme pour le TGV, on transfère de la technologie aussi. Oui, bien sûr, mais je dirais c'est forcé. Comme c'est le premier marché mondial, vous n'avez pas le choix. Il faut y être, il faut s'implanter. Il y a un transfert technologique. Je constate cependant qu'aujourd'hui, les principaux constructeurs sur le marché chinois sont non chinois. Le premier est General Motors, le deuxième est Volkswagen, le troisième c'est Hyundai Kia, le quatrième est Nissan. Le premier chinois arrive en 5e ou en 6e position. Donc je dirais, si vraiment il y avait ce transfert technologique qui créait une menace pour les autres constructeurs, ce serait déjà vu. Donc on parle beaucoup des constructeurs chinois à l'export. Finalement, on les voit très peu, mais surtout, ce qui est très important, c'est de savoir comment les constructeurs chinois arrivent à être compétitifs en Chine. Or, pour l'instant, ça n'est pas l'offensive. Tous les constructeurs internationaux en Chine sont obligés de passer par une co-entreprise. Oui. Vous attendez la signature d'une co-entreprise avec Dongfeng, qui est aussi le partenaire de PSA en Chine. D'abord, sur le fait que deux constructeurs français soient avec le même partenaire chinois, quel est votre commentaire? Et est-ce que c'est normal? Et d'autre part, quelle part de marché vous visez avec Renault? Oui. Écoutez, Dongfeng, alors je fais marche arrière, il y a 10 ans, quand Nissan est rentré en Chine, Dongfeng était déjà le partenaire de Honda. Oui. Bon, Nissan s'est développé de manière extraordinaire en Chine pendant 10 ans et il n'y a jamais eu de handicap dû au fait que Dongfeng était partenaire d'un des principaux concurrents de Nissan. Moi, je connais très bien l'équipe de Dongfeng. Ils ont une stratégie de cloisonnement entre les différentes activités. Je n'ai aucune inquiétude. Le jour où nous signerons, je n'ai aucune inquiétude sur le fait que Dongfeng sera un très bon partenaire pour Renault et que le fait que Dongfeng soit aussi un partenaire de PSA ne sera pas un problème de mon point de vue, mais c'est du vécu, puisque j'ai un cas similaire entre Nissan et Honda. Alors on parle de la Chine, quels sont les autres Eldorado, les autres pays émergents, où vous avez envie d'aller ces prochaines années? Il y a déjà les pays où nous sommes, il y a la Russie, oui, où l'Alliance est en position... 118. Mais pas en fabrication. Il y a une présence de Renault dans 118 pays. Mais donc ces autres pays où vous êtes? Russie, Brésil et l'Inde, qui sont les 3 principaux pays de développement de Renault. La Russie, où Renault est la 2e marque après Lada. Donc c'est un très grand succès pour l'entreprise. En Inde, où nous démarrons finalement, nous avons passé la barre des 50 000 voitures pour la première fois en Inde. Au Brésil, où Renault aujourd'hui a une part de marché de plus de 7%, finalement nous décollons. Et puis il y a aussi tous les pays d'Asie du Sud-Est. Il y a l'Afrique qui arrive. Comme vous le savez, l'Alliance est en position pratiquement de leadership en Afrique, avec une très forte présence de Renault en Afrique du Nord, une présence de Nissan beaucoup plus marquée dans le sud de l'Afrique. Et nous sommes en concurrence ici avec Hyundai. Nous avons à peu près 20% de part de marché de l'Afrique et Hyundai est à peu près 20%. Les autres sont loin derrière. Donc, ce ne sont pas les nouvelles frontières qui manquent. Ce qu'il faut, c'est une discipline d'exécution et une priorisation de ces marchés de façon à ce que nous puissions investir et agir de manière efficace. Pour ces nouveaux marchés, est-ce que vous avez les produits qu'il faut? Est-ce qu'il faut, comme vous essayez de développer une voiture ultra bas coût actuellement en Inde, est-ce que c'est ce qui vous manque aujourd'hui pour exploser, notamment en Inde, par exemple? Oui, tout à fait. Vous savez que la marque Dacia, qui est basée sur une des plateformes de Renault, qui fait des voitures basées sur une plateforme de Renault, c'est du low cost, mais c'est du low cost européen.
Ce n'est pas du tout du low cost dans les pays émergents. C'est plutôt du milieu de gamme dans les pays européens. Donc nous avons besoin de low cost dans les pays émergents. Et là, aujourd'hui, il y a une plateforme de l'Alliance qui est en train d'être développée en Inde, qui sera une plateforme Renault-Nissan, et sur laquelle il y aura du low cost dans les pays émergents. Et ça, ce sont des voitures qui seront à des niveaux de prix qui vont nous permettre d'aller être en compétition avec les Suzuki Maruti et les autres marques indiennes. Quel est le niveau de prix, par exemple vous êtes en train de parler de voitures qui tournent autour de 5 000 $. On a vu tout à l'heure, dans la courte présentation, une interrogation sur la voiture dans 20 ans. Vous pouvez nous dire à quoi elle ressemble, à quoi elle roule? Vous avez fait le choix de l'électrique, c'était un bon choix ou pas? Dans 20 ans, une voiture qui est garée devant nos studios, on monte. Et en quoi est-elle différente? Écoutez, moi je pense que dans 20 ans, le principal combustible pour les voitures sera l'électricité. Alors, c'est pas ça marche pas bien en ce moment. Non, mais attendez, ça démarre. Ah bon? Ça ne fait que démarrer. Et pourquoi l'électricité? Parce que d'abord, c'est des voitures purement électriques, puis après, il y avait toute la catégorie d'hybrides. Toutes les hybridations possibles et imaginables. Et je veux dire pourquoi finalement ça va s'accélérer par rapport à l'essence. L'essence sera toujours là, il y aura de l'hydrogène, mais l'hydrogène va mettre beaucoup de temps, non pas que la technologie ne soit pas prête. Nous avons des prototypes qui tournent à l'hydrogène aujourd'hui. Le carburant, oui. Oui, mais quand vous voyez la difficulté que nous avons déjà à avoir de l'infrastructure électrique pour charger les voitures, vous imaginez le jour où il faut avoir une chaîne de distribution d'hydrogène, le temps que ça va prendre. Bon, donc vous allez avoir de l'électricité, vous allez avoir de l'essence et vous allez avoir un petit peu d'hydrogène. Voilà, dans 20 ans. Alors, en plus de ça, vous aurez beaucoup de voitures automatisées. Automatisées, ça ne veut pas dire que ce sont des voitures qui roulent sans conducteur, mais le conducteur n'aura plus rien à faire. C'est-à-dire, vous mettez l'adresse et la voiture vous amène là où vous souhaitez faire. Pourquoi c'est important? Parce que, en moyenne, aujourd'hui, une personne passe plus de 2 heures dans sa voiture par jour, en moyenne mondiale. Vous avez des gens qui passent 4 heures ou 5 heures. Donc, les libérer, c'est un facteur qui est très important. Je peux lire le journal, Vous pouvez lire le journal, vous pouvez faire la leçon à vos enfants en les amenant à l'école, vous pouvez consulter un médecin, vous pouvez faire des tas de choses, mais vous êtes dans la voiture parce qu'il y a quand même une question de responsabilité sur le... Qu'est-ce que je fais dans la voiture? Sur le véhicule. Vous passez un coup de téléphone, vous préparez vos dossiers, pendant que la voiture vous amène à votre bureau, vous pouvez préparer, vous pouvez travailler. Donc vous voyez, ça c'est une deuxième évolution. Après, il y a la connectivité de la voiture, c'est-à-dire que la voiture va être un objet à partir duquel vous allez avoir accès à l'Internet, vous allez avoir accès à tout un tas Vous nous la montrez quand, cette voiture? Dans quel salon? Dans combien de temps je peux la voir? Vous avez les premiers modules existent déjà au niveau de l'Alliance. Moi, je peux vous en montrer. Vous en aurez quelques-unes qui seront présentées au salon de Tokyo. Vous en aurez quelques-unes présentées au salon de Paris, qui viendra l'année prochaine. Mais les modules de technologie qui vont faire cette voiture sont déjà prêts. Je pense que vous aurez un premier assemblage de voitures automatisées 2019-2020. Et à quel prix? C'est du très haut de gamme? Non, pas du tout. Vous savez, aujourd'hui, le grand problème que nous avons, c'est d'avoir une carte qui permette à la voiture de reconnaître dans le détail la rue dans laquelle elle se trouve. C'est-à-dire que là, il ne s'agit plus d'avoir une cartologie à une échelle kilométrique. Là, vous êtes en train de parler à l'échelle du mètre. Parce qu'il faut savoir où il y a des feux, où est-ce qu'il faut s'arrêter. Donc, voilà le problème auquel on est en train de buter, que nous sommes en train de traiter avec des entreprises comme Google, par exemple. Est-ce que la voiture dans 20 ans sera toujours un objet individuel de liberté ou qui donne la liberté à son possesseur, ou ce sera un objet partagé qu'on utilisera un peu comme dans l'idée d'un Autolib en France? Moi, je pense que ce sera toujours un objet que vous voulez posséder, puisque ce sera une prolongation de votre bureau et de votre maison. Vous aurez vos installations, votre ordinateur, votre musique. Ça reste un marqueur social, comme on dit. Mais bien sûr. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des voitures partagées. Il y aura de plus en plus de voitures partagées, mais je ne pense pas que ça représentera l'essentiel du marché. Au lieu de représenter moins de 1% du marché aujourd'hui, ça représentera peut-être 5% ou 10% du marché demain. Mais est-ce que c'est du coup un challenge pour vous en termes de fabrication de véhicules? Parce que ça veut dire des marchés qui régressent et moins de véhicules à produire. Je ne pense pas que le marché est prêt de régresser. Il risque de régresser dans les pays mûrs, mais il va continuer à se développer. Je vais vous dire pourquoi. Il y a une statistique très simple qui montre la tendance. Aujourd'hui, vous avez à peu près 500 voitures pour 1000 habitants en Europe. Bon, une voiture pour 2 personnes en Europe. Pour 2, oui. Bon, vous avez une voiture pour 20 personnes en Inde. Vous avez une voiture pour 10 personnes en Chine. Vous avez une voiture pour 5 personnes au Brésil. Il n'y a aucune raison que ces pays-là, qui sont des pays en plein développement, qui sont des pays qui vont devenir de plus en plus riches, soient en dessous de la moyenne européenne.
Donc, vous imaginez le potentiel de développement qu'il y a devant. Oui, mais des écologistes vous diraient « Ah, mais non à la bagnole, arrêtons !» Mais parce que il y a de la place pour des voitures qui émettent de moins en moins. La voiture électrique, aujourd'hui, vous avez zéro émission. À partir du moment... Alors, les gens vous rétorquent en disant « Oui, mais pour fabriquer l'électricité, on émet. » Oui, mais ça dépend comment vous fabriquez l'électricité. Ouais. En France, où 70% de l'électricité est d'origine nucléaire, vous avez un bilan de CO2 qui est exceptionnel. Ouais. Au Brésil, où vous avez 80% de l'électricité qui est hydroélectrique, vous avez un bilan exceptionnel. Donc, il y a de plus en plus de pays qui sont en train de développer de l'énergie propre, qui font que finalement, la voiture électrique ou les hybridations électriques des voitures, c'est une façon de concilier le développement automobile en même temps avec le respect de la planète. Certains de vos concurrents promettent une voiture à 2 litres, voire 1 litre. C'était une publicité de Volkswagen, pour ne pas les citer. Oui. Bah écoutez, moi, je vous fais une voiture à 0 litre, hein. C'est encore mieux. Hein. C'est pas vrai. Mais justement, est-ce que c'est la fin du moteur thermique ou pas? Beaucoup de vos concurrents pensent que le moteur thermique va quand même rester et qu'on va réussir à réduire, aujourd'hui, c'est à peu près 5 litres au 100, hein, un moteur thermique, et à arriver à ces 2 litres. Volkswagen, effectivement, propose une voiture à 1 litre aujourd'hui à un prix très excessif. Mais... Oui. Non, mais dans tous les cas, les voitures à prix excessif ne se vendront pas. Du temps où nous avons vu des superbes objets technologiques, tout le monde frime en disant voilà, moi j'ai une voiture, etc. Mais derrière, le coût fait que finalement, ce sont des voitures qui ne se vendent pas. Moi ça m'intéresse moins. Ce qui m'intéresse, ce sont des voitures que l'on peut vendre à des prix raisonnables, de façon à vraiment changer l'environnement dans le bon sens. C'est l'un des objets de Zoé et de Renault. C'est une voiture aujourd'hui qui coûte moins de 15 000 € et qui vous permet d'être vraiment dans un véhicule zéro émission. On aurait pu faire une voiture à 50 000 € à zéro émission ou 80 000 € à zéro émission, mais ce n'est pas ça qui va vraiment changer la règle du jeu. Nous allons vers des voitures qui soient vraiment populaires et qui soient zéro émission. Donc, moi je pense que le moteur à essence a de l'avenir. Mais c'est un avenir à reculons. C'est-à-dire il va perdre de plus en plus de la place au profit des voitures mues à l'électricité, hybridées ou pas, et bien sûr de l'hydrogène. Vous avez vu que parfois des constructeurs annoncent la voiture zéro mort, c'est-à-dire une voiture absolument sûre qui ne sera plus accidentogène. Vous y croyez? Je pense qu'il y a moyen de faire des voitures qui soient beaucoup plus sûres, et ça fera partie des voitures automatisées, puisque comme vous n'avez plus rien à faire dans la voiture, vous avez des boucliers qui sont des boucliers électroniques. Vous êtes en sécurité dans cette voiture. Vous êtes en sécurité dans la voiture et puis vous anticipez. Donc vous allez réduire de 90 ou 95% les opportunités d'avoir un accident, quoi. Donc, Pour mener tous les investissements qui sont nécessaires pour aller vers ces meilleures voitures ou ces voitures automatisées, il vous faut beaucoup de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, la taille d'un Renault-Nissan est suffisante ou est-ce qu'il faut encore grossir? Est-ce que General Motors ou Volkswagen sont beaucoup plus gros? Est-ce que... Écoutez, il y a 4 constructeurs aujourd'hui qui font plus de 8 millions de voitures par an, et ça aussi entre 8 et 10 millions. Il y a General Motors, Toyota, Volkswagen et nous. Bon. Je pense que quand vous êtes entre 8 et 10 millions de voitures, vous ne pouvez pas dire que vous avez un problème de taille. On a vraiment la taille. En dessous de 8 millions, peut-être. Mais je pense que vous pouvez être compétitif avec 6 millions de voitures ou 5 millions de voitures. Je ne crois pas du tout à un chiffre magique. Par contre, si un constructeur qui vend 3 millions de voitures et qui a en face de lui un constructeur qui en fait 8 millions, il faut qu'il soit beaucoup plus malin que le constructeur qui fait 8 millions parce qu'il va dans tous les cas perdre au niveau de l'échelle. Donc être plus malin, ça c'est possible pendant un certain temps, sur la longue durée, c'est pas garanti. Donc il vaut mieux quand même avoir la taille. Maintenant, la taille ne vous garantit rien, mais elle vous assure quand même que vous n'allez pas avoir un handicap compte tenu de votre taille. Moi je ne pense pas que Renault-Nissan ait un handicap au niveau de la taille, mais je ne pense pas que la taille soit un atout formidable qui vous empêche d'avoir une bonne stratégie et d'être compétitif. On parlait de la voiture dans 20 ans. Est-ce que certains des compétiteurs de l'automobile, certains des fabricants auront disparu? Ah oui. En tant que tel aujourd'hui? Oui. Ah oui, bien sûr, oui. Il y a trop de monde. Dans 20 ans? Oui. Bien sûr, oui. Oui. Non, mais je dirais, une très grande partie des constructeurs, dans leur forme actuelle, aura complètement changé. Alors, les marques resteront, mais elles deviendront peut-être le trophée d'un autre constructeur. Regardez ce qui se passe. Par exemple, un de nos concurrents allemands qui a 12 marques. Mais ces marques étaient des entreprises indépendantes avant. Elles sont aujourd'hui, font partie des trophées
qui permettent d'être compétitifs. Non, je pense qu'il y aura beaucoup d'évolutions au niveau de l'industrie automobile, parce que la technologie change, parce que les marchés sont en train de changer, et parce que c'est une industrie qui est extrêmement compétitive. Et Renault-Nissan ne sera le trophée de personne. Je l'espère. Je veux dire, moi, je ne peux pas vous garantir que dans 20 ans, ce qui se passera dans 20 ans, mais je peux vous garantir que sur un horizon prévisible, sur les 5 prochaines années, nous continuerons à évoluer en tant que groupe autonome. Peut-être parler un peu de la responsabilité sociétale de l'entreprise ou de vous-même. Est-ce que vous vous intéressez au football, par exemple? Oui, de manière sélective, oui. Bien, donc pas à tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez de la grève qui va se dérouler en France pour protester contre l'imposition à 75%? Vous-même, votre salaire a fait l'objet d'une polémique. Vous avez annoncé que vous le geliez partiellement. Est-ce que c'est simplement une querelle franco-française ou est-ce que vous la retrouvez partout dans le monde, un patron trop payé? Non, je pense que c'est de manière générale, il y a une je dirais, une observation beaucoup plus critique aujourd'hui des rémunérations très élevées dans le monde. Ça vous agace? Non, je trouve que compte tenu de la crise... Enfin, je dirais, ça, c'est intervenu au moment de la crise financière. Ouais. Vous avez commencé à démarrer. Donc ça a démarré d'abord parce que les gens ont cru que les banques avaient été responsables d'un certain nombre d'excès qui font que l'économie mondiale a déraillé. Donc derrière les banques, il y a les leaders des banques, etc. Vous avez annoncé que vous geliez une partie de votre salaire, c'est une façon de répondre? Non, je dirais c'est une façon de répondre. C'est-à-dire quand ça devient très sensible, nous sommes des entrepreneurs, nous sommes réalistes. Donc il y a des choses qu'il faut savoir pas passer. Donc vous le faites, même si vous n'êtes pas convaincu que c'est une très bonne solution, vous le faites quand même parce que vous êtes réaliste. 75%, c'est trop? Ben écoutez, évidemment c'est trop, mais bon, à partir du moment où c'est une durée limitée, puisque si je comprends bien c'est une période de 2 ans, donc c'est un prélèvement qui demande à un certain nombre de personnes de cotiser un peu plus pour aider au redressement de la France et au redressement du déficit, c'est acceptable. En matière d'image, justement, vous-même, je le disais, vous êtes très connu. Au Japon, il y a des mangas sur vous, vous êtes une célébrité adulée. Le fait que le regard soit beaucoup plus critique, je ne dis pas que vous êtes le mal-aimé, mais vous êtes moins sympathique dans ce pays qu'est le siège de Renault. Ça vous agace? Non, ça ne m'agace pas. Donc un peu. Non, vous savez, moi j'ai eu la chance de vivre dans des cultures très différentes. Le Brésil, le Liban, la France, le Japon, les États-Unis. Je passe beaucoup de temps actuellement en Chine. Je passe du temps en Russie. Et je vois les différences. Je vois les différences même à tous les niveaux. Et je les respecte, les différences. J'essaye pas d'avoir en France le même comportement que ce que j'ai au Japon ou ce que j'ai au Brésil. Je respecte. Bon. La France est la France. Moi j'ai eu la chance. Vous y passez la moitié de votre temps. Je comprends. Oui, bien sûr. Oui, et donc, ça vous ennuie quand même pas un peu? Vous dites, je fais du boulot, je développe la marque et tout, voilà, d'être un peu mal aimé, un petit peu. Laissez-moi tourner ça dans l'autre sens. Je veux dire, tout ça dépend de vos attentes. Vous voyez, en France, je sais très bien que, de par nature, c'est la culture française. Je suis très familier, je sais très bien. On est beaucoup plus critique. Bon, donc on est beaucoup plus critique. Nous le savons bien dans les sondages. Quand nous faisons des sondages à l'intérieur du groupe, nous savons que de manière générale, les oui et les non en France, il faut les réajuster par rapport aux États-Unis ou par rapport au Japon. On ne répond pas de la même façon, même en disant la même chose. Bon, c'est tout. En France, on est en général beaucoup plus critique qu'on le serait au Japon. Donc, à partir du moment où vous êtes habitué à ça, vous le prenez avec beaucoup de sagesse. Hein. Vous êtes quand même le patron d'une des plus grosses entreprises françaises. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été bien accueilli par l'establishment français? Correctement, oui. Correctement, rien de particulier. Ça veut dire que l'establishment français s'attend à ce que vous soyez beaucoup plus intégré. Alors, malheureusement, moi, je suis dans un job qui ne me permet pas de faire ça, puisque je passe plus de la moitié de mon temps à l'extérieur de la France et je dois gérer 2 entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien accepté. Ce n'est pas quelque chose qui est bien compris. On dit, ah oui, mais il n'est pas là. Bah, forcément, je suis beaucoup moins là que le patron d'une entreprise française à 100%. Mais c'est par la nature du choix qui a été fait de diriger 2 entreprises. Mais sinon, j'ai été correctement accueilli. On parle beaucoup de votre activité industrielle, de l'automobile. Vous êtes également, je le disais, vous avez un passeport libanais. Lorsque vous voyez dans l'actualité, on parle d'un pays au bord de la guerre civile, de l'implosion, avec ces centaines de milliers de réfugiés syriens qui viennent sur le territoire. Vous sentez une responsabilité, un intérêt, ou pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas demain, tiens, Carlos Ghosn, il laisse tomber les voitures et il s'engage dans le pays?
Écoutez, ce qui se passe au Liban et ce qui se passe en Syrie, c'est un drame humain. Avant d'être un drame politique, c'est un drame humain. Voir des centaines de milliers de personnes qui sont, je dirais, condamnées à un statut de réfugié ou à la mendicité sans absolument aucune infrastructure, c'est vraiment déplorable. Alors, ceci étant dit, il faut agir. Chacun agit à sa façon. Moi, ma façon d'agir, c'est dans le cadre du peu de temps que j'ai, c'est de participer notamment à des conseils d'université, à des activités d'éducation, voire même à des investissements qui permettent soit de développer des emplois, soit d'aider des étudiants, etc. Chacun peut à sa façon donner un coup de main. Mais devant le drame qu'il y a, ce sont que des petites gouttes d'eau. Mais même les gouttes d'eau sont nécessaires. J'entends bien, mais quand on a telle responsabilité, vous êtes président dans le monde entier à nouveau, vous ne dites pas certains jours, tiens, je repartirai bien au Liban, faire quelque chose, dire être dans le jeu politique institutionnel? Non, le jeu politique, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui m'ait jamais tenté. Par contre, dédier un peu plus de temps, le jour où j'aurai un peu plus de temps à soulager un peu les difficultés qu'il y a dans la région, c'est quelque chose que je ferai volontiers, oui. Et sur le Brésil, voilà, vous avez quand même passé une bonne partie de votre vie là-bas. Comment vous avez vu ce qui s'est passé cet été? Et vous êtes brésilien. Comment vous avez apprécié ou évalué ce qui s'est passé cet été? Moi, je pense que ce qui s'est passé cet été, c'est sur le fond. Hein, je ne parle pas sur la façon dont ces manifestations ont eu lieu, mais sur le fond, le sujet de fond, il est très simple. Hein. C'est que le Brésil veut que le pays, que le gouvernement investisse dans l'avenir. Plus d'infrastructures, plus d'éducation, et arrêter de coller des petits pansements sur des problèmes qui sont très importants. Moi, ce qui me frappe beaucoup, et je l'ai dit au Brésil, et je le dis à tous les niveaux, c'est la différence de croissance entre la Chine et le Brésil. La Chine caracole à plus de 8 ou 9% de croissance par an, le Brésil, péniblement, arrive à 3 ou 4%. Or, le Brésil est un pays qui est extrêmement riche et qui est, sur le plan de l'agriculture, touristique, minier, industriel, etc., ce qui manque au Brésil, c'est des investissements dans les infrastructures, ce que les Chinois font. Et la grande différence qui existe aujourd'hui et qui explique le différentiel entre la Chine et le Brésil, c'est deux choses. C'est que les Chinois ont systématiquement investi sur l'infrastructure et souvent en amont, et souvent en avance de phase, investissent énormément sur l'éducation. Je fais partie du conseil de l'université de Tsinghua. Je suis époustouflé de la transformation de cette université au cours des 10 dernières années. C'est-à-dire que faire venir des académiciens de Harvard, des meilleures universités, de Stanford, des meilleures universités américaines, de façon à aider les Chinois à remonter la pente, alors que du côté du Brésil, les investissements en matière d'éducation sont vraiment minimes, déplorables, et les investissements en matière d'infrastructure aussi. Donc quand vous avez d'un côté un pays qui investit autant dans son avenir, et de l'autre côté un pays qui investit aussi peu et qui passe son temps à traiter des déficits alors qu'il y a des richesses, eh ben ça révolte la jeunesse. Et c'est comme ça qu'on explique ce qui est en train de se passer au Brésil. Et tant que le gouvernement brésilien, quel qu'il soit d'ailleurs, ce n'est pas une question de droite ou de gauche, hein, quel qu'il soit, n'aura pas saisi le taureau par le corne et vraiment dédié des ressources pour l'avenir, pour les jeunes, hein, puisque l'infrastructure, c'est les jeunes, l'éducation, c'est les jeunes, eh ben nous aurons des mouvements tels que ceux que nous voyons. Carlos Ghosn, on arrive au terme de notre rencontre. Vous êtes sur des antennes francophones, RFI, TV5 Monde. Il y a eu une polémique. On parlerait anglais dans les conseils d'administration, y compris en France chez Renault. C'est pas vrai? Non, dans le conseil d'administration de Renault, on parle français, mais il y a des traducteurs parce que nous avons des Japonais au conseil d'administration, nous avons des Américains. Par contre, dans les instances exécutives de Renault, c'est-à-dire le comité exécutif et le comité de direction, on parle anglais parce que nous avons des collègues allemands, nous avons des collègues japonais, nous avons des collègues espagnols. Ils ne parlent pas tous français. Nous ne faisons pas du français une langue obligatoire. Par contre, dès que vous descendez en dessous de ces instances, on parle français. On parlait tout à l'heure de responsabilité sociétale, de l'engagement, y compris artistique. C'est quoi votre marque dans ce domaine? Vous vous intéressez à l'art sacré, vous avez accompagné des expositions, c'est un domaine qui vous intéresse personnellement. On ne connaît pas bien Jardin secret de Carlos Ghosn. Oui, non, mais bien sûr, parce que si vous voulez, il y a la partie quand même responsabilité sociale de l'entreprise qui est importante. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de créer des emplois, de payer des impôts et de développer, mais aussi, de temps en temps, il faut donner des coups de main à des activités. Ce que vous avez fait avec ces expositions. Voilà.
Merci beaucoup, Carlos Ghosn, d'être venu nous voir. Merci, Philippe, également, pour avoir co-animé cette émission avec moi, une émission que nous dédions à la rédaction, naturellement, de Radio France Internationale, endeuillée par la mort de nos deux confrères que l'on voit ici, à qui nous voulons évidemment rendre un hommage, Ghislaine Dupont et Claude Verron, qui ont été assassinés hier au Mali. Nous reviendrons très largement dans nos éditions. Merci, Monsieur le Président de Renault-Nissan, d'avoir été aujourd'hui l'invité d'International. Excellente suite de programme sur les antennes de TV5 Monde et sur Radio France Internationale.